René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 7, pouvoir de suggestion de Madame Blavatsky. Malgré tout ce qu'on peut dire contre Madame Blavatsky, il reste cependant qu'elle avait une certaine habileté et même quelques valeurs intellectuelles, très relatives sans doute, mais qui semblent bien faire totalement défaut à ses successeurs. Avec ceci, en effet, le côté doctrinal du théosophisme a tendu de plus en plus à passer au second plan, pour faire place à des déclamations sentimentales de la plus déplorable banalité. Ce qu'on ne saurait non plus contester à la fondatrice de la Société théosophique, c'est un étrange pouvoir de suggestion, de fascination en quelque sorte, qu'elle exerçait sur son entourage et qu'elle se plaisait parfois à souligner dans les termes les plus désobligeants pour ses disciples. « Vous voyez comme ils sont fous » disait-elle à propos de Judge qui jeûnait et voyait des apparitions. « Et de quelle manière je les conduis par le nez ?» Nous avons déjà vu comment plus tard elle appréciait Olcott, dont la stupidité ne devait pourtant pas être aussi incurable que celle de certains autres, mais qui se comportait parfois maladroitement dans les fonctions présidentielles qu'elle lui avait confiées pour pouvoir s'abriter derrière lui, et qui tremblait devant tous ceux qui, comme Franz Hartmann, en savaient trop long sur les dessous de la société. Au cours de ses confidences à Solovyov, Madame Blavatsky dit encore « Que doit-on faire quand, pour gouverner les hommes, il est nécessaire de les tromper? Quand, pour leur persuader de se laisser conduire où vous voulez, vous devez leur promettre et leur montrer des joujoux? Supposez que mes livres et le théosophiste aient été 1000 fois plus intéressants et plus sérieux. Croyez-vous que j'aurais eu le moindre succès quelque part si derrière tout cela il n'y avait pas eu les phénomènes? Savez-vous que presque invariablement, plus un phénomène est simple et grossier, plus il a de chances de réussir. L'immense majorité des individus qui se considèrent et que les autres considèrent comme habiles est inconcevablement bête. Si vous saviez seulement combien de lions et d'aigles dans tous les coins du globe se sont changés en ânes à mon coup de sifflet et ont ajouté avec obéissance leurs grandes oreilles au moment où je forçais la note. Fin de citation. Ces passages sont tout à fait caractéristiques de la mentalité de Madame Blavatsky et ils définissent admirablement le vrai rôle des phénomènes, qui furent toujours le principal élément de succès du théosophisme dans certains milieux et qui contribuèrent puissamment à faire vivre la société et ses chefs. Ainsi, comme l'a reconnu Solovyov, Madame Blavatsky était douée d'une sorte de magnétisme qui attirait avec une force irrésistible. Lui-même, s'il sut finalement se soustraire à cette influence, n'y avait pas toujours échappé complètement, puisqu'il avait signé au moins un des fameux procès-verbaux que Madame de Morsier, avec la plus entière bonne foi, elle aussi, rédigeait sous la direction et la révision de Madame Blavatsky. Arthur Arnoux a déclaré également que sa puissance de suggestion était formidable. Il racontait à ce propos que souvent, à Londres, il lui arrivait de dire à quelqu'un « Regardez sur vos genoux ». Et celui qui regardait apercevait épouvanté une araignée énorme. Alors elle disait en souriant « Cette araignée n'existe pas. C'est moi qui vous la fais voir. » Olcott, de son côté, a écrit ceci dans ses Old Diary Leaves. « Nul ne fascinait mieux qu'elle quand elle le voulait, et elle le voulait quand elle désirait attirer les personnes dans son travail public. Alors elle se faisait caressante de ton et de manière, donnait à sentir à la personne qu'elle la regardait comme sa meilleure, sinon sa seule amie.
je ne saurais dire qu'elle était loyale. Nous n'étions pour elle, je crois, rien de plus que des pions dans un jeu d'échecs, car elle n'avait pas d'amitié sincère. Nous avons cité plus haut le cas de Bawadji, amené par la suggestion hypnotique à se faire le complice des fraudes de Madame Blavatsky, et cela d'une façon inconsciente, tout au moins tant qu'il fut à Adyar. Le plus souvent cependant, Madame Blavatsky usait de la suggestion à l'état de veille, comme on le voit dans l'anecdote rapportée par Arthur Arnaud. Ce genre de suggestion est habituellement plus difficile à réaliser que l'autre et demande une force de volonté et un entraînement beaucoup plus grand. Mais il était généralement facilité par le régime alimentaire fort restreint que Madame Blavatsky imposait à ses disciples sous prétexte de les spiritualiser. C'est déjà ainsi que les choses se passaient à New York. Nos théosophes, disait-elle, sont en général tenus non seulement de ne pas prendre une goutte de boisson, mais de jeûner continuellement. Je leur enseigne à ne pas manger quoi que ce soit. S'ils ne meurent pas, ils apprendront. Mais ils ne peuvent pas résister, ce qui est tant mieux pour eux. Il va sans dire que Madame Blavatsky elle-même était loin de s'appliquer un semblable régime. Tout en recommandant énergiquement le végétarisme et en le proclamant même indispensable au développement spirituel, elle ne l'adopta jamais pour son propre compte, non plus Colcotte d'ailleurs. Elle avait de plus l'habitude de fumer presque sans interruption, du matin au soir. Mais tout le monde n'est pas également accessible à la suggestion. C'est probablement quand celle-ci était impuissante à provoquer des hallucinations de la vue et de l'ouïe que Madame Blavatsky avait recours au Mahatma de mousseline et à sa clochette d'argent. L'attraction qu'exerçait Madame Blavatsky est d'autant plus étonnante que son aspect physique était fort loin d'être agréable. W.T. Stead a même dit qu'elle était hideusement laide, monstrueusement grosse, avec des manières grossières et violentes, un caractère horrible et une langue profane. Et encore, qu'elle était cynique, moqueuse, insensible, passionnée. En un mot, qu'elle était tout ce qu'un hiérophante des mystères divins ne doit pas être. Malgré cela, son action magnétique est indéniable. Et l'on en trouve encore un exemple frappant dans l'influence qu'elle prit tout de suite sur Annie Besant, lorsque celle-ci fut présentée en 1889 par le socialiste Herbert Burroughs. La farouche libre penseuse, qu'avait été jusqu'alors la future présidente de la Société théosophique, fut conquise dès la première entrevue, et sa conversion fut d'une telle soudaineté qu'on aurait peine à y croire si elle-même n'en avait raconté toutes les circonstances avec une naïveté vraiment déconcertante. Il est vrai que Madame Besant semble avoir été à cette époque tout au moins particulièrement changeante et impressionnable. Un de ses anciens amis a dit « Elle n'a pas le don de l'originalité. Elle est à la merci de ses émotions et spécialement de ses derniers amis. Aussi fut-elle très probablement de bonne foi au début, peut-être même tant que vécut Madame Blavatsky, qui en fit sa secrétaire et qui, au cours d'un voyage à Fontainebleau, fit apparaître devant elle le Mahatma Moria. Par contre, il est extrêmement douteux, pour ne pas dire plus, qu'il ait continué à en être de même par la suite, quoique comme Madame Blavatsky elle-même, comme Olcott et d'autres encore, elle ait pu souvent être suggestionnée avant de suggestionner les autres. Ce qui fait hésiter avant de porter un jugement absolu en pareille matière, c'est que tous ces personnages paraissent n'avoir été ni vraiment inconscients du rôle qu'ils ont joué, ni tout à fait libres de s'y soustraire à volonté.